C'est lancé. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier du mois de la création 2023, 20e édition, donc qui a lieu du 2 au 20 octobre. Donc, mois de la création, organisé par Initiative Somme France Active Picardie en partenariat avec la Chambre de commerce Amiens Picardie et avec le soutien donc de l'Ordre des experts comptables, du Crédit Agricole, de la Caisse d'épargne et de Groupama. Donc, et sans oublier nos partenaires des territoires, les communautés de communes du département de la Somme et les communautés d'agglomération. Donc, à qui se destine ce mois de la création? Donc, à toute personne qui envisage de partir vers l'aventure de l'entrepreneuriat, de créer ou reprendre une entreprise, et à toute personne intéressée par le sujet. Donc, vous pourrez découvrir des ateliers techniques, des ateliers thématiques pour vous informer et surtout pour trouver les accompagnateurs qui vous aideront dans l'élaboration de votre projet. Donc, ce matin, nous accueillons Monsieur Noulez, Ken Noulez et Olivier Barrault. Donc, dans le cadre de l'atelier, qui s'appelle J'envisage de m'installer en société, et on va vous comparer les différences, les distinctions entre les deux familles de personnes morales, donc de statut juridique qui sont la SARL et le URL. Parallèlement, on va donc comparer SARL et URL à la SAS et SAS unipersonnelle, donc SASU. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Noulez. Comme d'habitude, vous notez vos questions au fur et à mesure. Et donc, à la fin, on pourra poser les questions à nos intervenants. Donc, Monsieur Noulez va commencer son propos et ensuite, Olivier Barrault prendra la parole sur les aspects sociaux à la fin de l'atelier. Donc, bon atelier, bonne écoute et à tout à l'heure. Merci Dominique Pilon, bonjour à tous. Donc Michael Noulez, expert comptable dans le département de la Somme. Donc je vais aujourd'hui effectivement vous présenter les aspects, mais avant tout je vais laisser Olivier Barrault se présenter à vous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc Olivier Barrault, je suis directeur de clientèle référent sur le marché des professionnels, sur le département de la Somme, auprès de Groupama Paris-Val-de-Loire. Voilà. Merci Olivier, puis à tout à l'heure pour la partie sociale qui va nous intéresser fortement. Donc on va commencer tout de suite sans attendre. Donc aujourd'hui effectivement on va parler de l'EURL, SARL et SAS, SASU. SARL, donc une société à plusieurs associés, URL à un seul associé, contrario à la SAS, à plusieurs associés, et la SASU, donc unipersonnel, à un seul associé. Donc on vous présente ici l'environnement. On a parlé de l'entreprise individuelle mardi, où on présentait avec Dominique Pilon la partie comptable, sociale et juridique entre le régime micro-entreprise et le régime réel, et Olivier Barrault intervenait sur la partie sociale. On peut vous inviter à revisionner ce webinaire si effectivement celui-ci vous intéresse, puisque aujourd'hui on va s'intéresser principalement à la société. Et d'emblée, on vous précise que ce qu'on va vous dire n'est pas un cas de figure qui s'applique à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure miracle et que le projet doit être vraiment adapté à votre situation. Et on va donner quelques éléments concrets qui vont permettre justement de pouvoir faire un choix ou d'être accompagné dans ce choix de votre projet, puisque c'est la structure qui s'adapte à votre projet et pas le contraire. Donc c'est un élément qui est important puisque cette structure va constituer l'enveloppe de votre entreprise et elle va vous suivre tout au long de la vie de votre entreprise. On prend ces éléments qui sont très importants. On a rajouté en bas la société en nom collectif parce qu'on voulait effectivement, même si ça ne fait pas partie de notre paysage de ce matin, mettre un petit focus dessus puisqu'elle est parfois nécessaire pour certaines professions qui ne peuvent pas se créer en URL, SARL ou SAS, SASU. Notamment, on parle bien évidemment d'une activité que vous aviez évoquée, Dominique Pilon, mardi, c'est les buralistes, qui ont du tabac, où en fait souvent la SNC est exigée. Donc sur les modalités, on vous a fait sous forme de tableau, dans quel type de profession on peut s'installer
donc au regard de la SARL, EURL ou SAS, SASU, puisqu'effectivement, il y a des sociétés qui sont pas, donc des activités pardon, qui ne sont pas ouvertes à ce type de société. Donc, il y a une grosse avancée sur les professions juridiques et judiciaires qui, avant, ne pouvaient faire que des sociétés d'exercice libéral et qui sont désormais autorisées à faire une SARL, une EURL ou une SAS ou une SASU. Hein. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, il y a peu de restrictions en termes d'activité donc, pour choisir ce statut, hein, puisque tout ce qui est artisanat, industrie, commerce, profession juridique, judiciaire et autres professions libérales sont permises. La seule donc, restriction, c'est les professions de santé, hein, puisque les professions de santé sont des professions libérales réglementées. Et dans ce cadre-là, c'est la loi de 90 qui s'applique uniquement à ces sociétés où on peut ne faire que des sociétés d'exercice libéral, ce qu'on appelle des SEL. Donc, ça sera une CELARL ou une CELAS, à contrario d'une SARL ou d'une SAS. Donc, si vous envisagez de créer une activité de santé, ben, vous pouvez quand même donc suivre ce webinaire aujourd'hui, puisqu'en fait, les modalités vont être sensiblement les mêmes, sauf qu'il faudra mettre CELARL ou CELAS. Hein. Et autrement, le régime sera sensiblement la même chose. Donc, et puis une petite particularité pour les pharmaciens biologistes, hein, parce que les pharmaciens et les biologistes, en fait, sont en catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en matière fiscale, contrairement aux professionnels de santé qui sont en bénéfices non commerciaux. C'est pour ça que, en fait, les pharmaciens et biologistes peuvent faire une SARL, une URL, une SAS ou une SASU, au regard du régime fiscal. Donc, dans la différenciation donc des différentes structures en termes d'associés en matière de capital, donc déjà, on peut déjà appliquer une règle commune aux deux statuts qui est la suivante, capital librement fixé par les statuts. Alors, on a volontairement quand même rajouté fonction de la taille de l'activité et des besoins en capitaux parce que ce n'est pas très crédible ces fameuses créations avec un capital à 1 euro. Donc, on l'a évoqué ce lundi lorsqu'on a présenté donc en présentiel donc l'ouverture du mois de la création pour lequel on définissait votre projet et quelles étaient les étapes du projet que vous deviez réaliser dans le cadre de la création de votre entreprise. Et on avait des partenaires financiers et bancaires qui étaient avec nous. On reverra aussi ces points lors des webinaires de la semaine prochaine qui vont être axés sur le financement et la recherche donc, des financements pour mener à bien le projet. Il y a quand même un élément nécessaire, c'est que le fait que vous mettiez de l'argent dans le capital et dans votre projet ben, sous-entend le fait que vous y mettez un investissement. Donc le partenaire bancaire ou financier peut effectivement estimer que vous ne prenez pas votre projet au sérieux en mettant un capital à 1 euro. L'autre point qu'on évoquait, c'est qu'une société, que ce soit une SARL ou une SAS, va engendrer normalement un coût de création qui va être de l'ordre de 1 500 euros. Donc, puisque vous allez donc devoir rédiger des statuts et puis payer des frais au niveau du greffe, chambre de commerce, chambre de métier et puis de la publicité légale. Donc forcément, ça veut dire que globalement, si j'ai déjà un coût de création de l'ordre de 1 500, ben, il faudrait que j'ai au moins un capital social de 1 500 pour que ça soit sérieux. Alors pour que ça soit sérieux dans un premier temps, et puis aussi dans le cadre de la pérennité de mon entreprise. Parce que si en fait votre première année d'activité est en perte, ben, ça va être compliqué d'avoir un capital très faible, puisque du coup, vous seriez dans l'obligation d'entreprendre une procédure juridique de poursuite d'activité. Donc c'est pour ça qu'on attire donc votre vigilance sur ce point-là. Ne négligez pas cette partie capitale qui est fondamentale. Alors, je le rappelle, d'une part pour la crédibilité de votre projet et d'autre part pour la pérennité de votre entreprise. C'est fondamental. En termes d'associés, donc ben, forcément la SASU et le URL donc, vont être assez similaires puisque c'est associé unique, donc avec la distinction qu'on verra ensuite de gérant et de président. Et puis dans la SARL, donc contrairement à la SAS, il y a un nombre maximum d'associés de 100, alors que vous n'avez pas ce nombre dans la SAS, hein, puisque la SAS vous donne une beaucoup plus grande liberté donc, que la SARL, parce qu'une des grandes dispositions
du code de commerce qui s'impose à la SARL ne s'applique pas à la SAS et vous avez une grande liberté dans la rédaction des statuts. Donc ça, c'est quand même aussi un élément important. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on a des associations particulières à faire, et ben, on va plutôt privilégier la SAS parce qu'on aurait des clauses spécifiques que l'on voudrait mettre en œuvre. Donc on le voit notamment sur les activités start-up, etc., où le statut d'SAS est souvent privilégié parce qu'il y a des clauses spécifiques à mettre et qu'on est souvent un grand nombre d'associés à mettre en œuvre ce type de projet. Donc ça, c'est quand même un élément important. Donc déjà, ce que vous pouvez retenir donc, au regard de ces éléments indépendamment du capital, c'est que la SAS vous donne une plus grande liberté dans la rédaction de vos statuts, contrairement à la SARL. En matière de direction, donc j'évoquais juste l'élément juste avant, on va avoir des appellations qui vont être différentes. Donc dans le URL et la SRL, on va parler de gérance, alors que dans la SAS et la SASU, on va parler de présidence. Donc en sachant que dans les SAS et les SASU, on peut avoir en plus du président des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués qui, dans la SRL et l'URL, vont être une pluralité de gérants. Donc, on n'aura pas des distinctions différentes. Si on a plusieurs gérants, ça sera de la cogérance et tout le monde sera gérant. Alors qu'on peut entreprendre une sorte de hiérarchie, entre guillemets, dans la SAS en ayant un président qui a des pouvoirs spécifiques et des directeurs généraux et directeurs généraux délégués qui ont d'autres pouvoirs qui peuvent être aussi sous l'égide du président. Vous voyez, donc c'est quand même une notion aussi qui est un peu différente. Donc, le gérant peut, dans le URL, être une personne physique associée ou pas. Alors, on le trouve assez rarement, mais c'est possible juridiquement. Ça veut dire qu'en fait, globalement, vous pouvez créer donc votre société en EURL, où vous allez être l'associé unique, et vous pouvez nommer un gérant qui n'est pas associé de l'EURL. Ça, c'est une possibilité juridique. Mais je vous dis, on le retrouve rarement, puisque ça serait le cas où la personne qui crée la société n'exerce pas son activité au sein de cette dernière. Donc il note un autre gérant qui va le faire à sa place. Donc la prise de décision se fait au niveau de la gérance. Donc dans la SRL, on peut en avoir un ou plusieurs donc de gérants, et donc c'est les gérants qui décident, et si ces décisions qui nécessitent donc des modalités plus importantes, et bien ça va être l'assemblée générale, soit l'ordinaire AGO, soit l'extraordinaire AGE qui va prendre les décisions. Donc au niveau de la SRL, par exemple, le changement de siège, ça passe par l'Assemblée générale extraordinaire. Tout ce qui change les statuts va aller à l'extraordinaire, et puis l'approbation des comptes annuels va plutôt aller sur l'ordinaire. Donc dans la SRL et URL, le gérant est toujours une personne physique. Ça ne peut pas être une personne morale. Donc ça, c'est quand même un élément aussi qui est fondamental. Contrairement à la SAS et la SASU, où là, vous avez un président, et le président peut être une société qui va être elle-même représentée par son propre dirigeant. Donc ça, c'est aussi un élément dont il faut prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'il se peut que dans le cadre donc, de votre projet, vous soyez dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Et le vendeur de cette entreprise souhaite que vous lui achetiez les parts sociales de la société et non pas le fonds de commerce. Donc, en souhaitant donc acheter les parts sociales ou les actions de la société, on recommande souvent de créer une nouvelle structure qui va s'appeler une structure holding, et ça passe assez souvent par une SAS, parce qu'effectivement, la SAS peut devenir la présidente de la société que vous allez acheter. Donc, c'est un élément d'appréciation qu'il faut tenir compte. Et comme je le disais, donc la décision, c'est la liberté des statuts qui va permettre donc de indiquer comment les décisions sont prises. Parce qu'effectivement, on a une grande liberté pour pouvoir le faire. Donc, sur cette partie, retenez bien SARL, EURL, direction, mandat social par une personne physique, SAS, mandat social possible par une personne morale ou une personne physique. Et à retenir un focus plus particulier sur le fait qu'on va utiliser la SAS plus souvent lorsqu'on va avoir une reprise d'entreprise par l'acquisition de parts sociales ou d'actions de la société cédante.
En matière de responsabilité, donc là, il n'y a pas trop de distinction à faire entre l'une et l'autre, hein, puisque effectivement la responsabilité du dirigeant, elle peut être civile ou pénale en fonction des actions qu'il entreprend. Par contre, il y a une certaine sécurité, c'est que forcément la responsabilité des associés est limitée au montant des apports que font chaque associé. Alors souvent on me dit: «Ah bah ouais, moi je vais pas mettre beaucoup d'apports comme ça je ne serai pas donc trop recherché sur ma responsabilité». Mais on se retrouve avec le même problème qu'on a évoqué juste avant, c'est que si on met pas assez d'apports, ça entraîne quand même un problème de crédibilité de notre entreprise, hein. Donc normalement, la plupart des entreprises se passent, correctement sans qu'on ait à rechercher la responsabilité du dirigeant ou de l'associé, bien entendu, hein. Donc il faut juste respecter les dispositions statutaires et à ce moment-là, aura pas de problème. Donc c'est aussi le rôle donc, des professionnels qui vous accompagnent tout au long de la vie de votre entreprise, hein, que ça soit un expert comptable ou un avocat et donc auquel vous devez vous référer pour être en conformité dans les dispositions et les décisions que vous allez prendre conformément aux modalités statutaires. En matière donc d'imposition, donc là on va parler maintenant du régime fiscal, donc du régime fiscal de chaque dirigeant de structure. Donc dans la plupart donc, des sociétés que l'on voit aujourd'hui, donc SARL ou SAS, en fait le dirigeant sera imposable à l'impôt sur le revenu. Sauf qu'on a une distinction qui est importante, c'est qu'effectivement, donc à part le URL, donc les sociétés sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc le URL, c'est l'impôt sur le revenu, sauf si on fait une option pour l'impôt sur les sociétés. Donc le URL qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés va s'assimiler à une entreprise individuelle. Donc parce que vous allez avoir donc les recettes, donc le chiffre d'affaires, qui va être donc dans un exemple qu'on prend aujourd'hui de 100. Vous allez avoir des dépenses qui vont être de 50. Donc vous allez avoir un bénéfice de 50 et ce bénéfice constituera le revenu de l'associé de l'EURL. Et donc c'est pour ça qu'on vous indique que la rémunération du dirigeant ne sera pas déductible dans ce cas puisque c'est le bénéfice qui est l'égalité de la rémunération. Et donc cette rémunération ira à l'impôt sur le revenu dans le régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux. Si le URL opte pour l'IS, on reprend notre exemple, donc vous avez des recettes chiffre d'affaires de 100, des dépenses de 50 et vous décidez de prendre une rémunération de 30. Donc ça fait que les dépenses deviennent 80, donc 50 plus la rémunération de 30 et il reste un bénéfice de 20 qui lui va subir l'impôt sur les sociétés au taux maximum de 15%. Donc il est toujours quand même bon de bien vouloir appréhender l'arbitrage donc de ce choix fiscal lorsqu'on crée une URL, donc dans le cadre de l'étude du projet, hein. C'est quand même essentiellement nécessaire, surtout quand vous allez être dans le cadre d'une reprise d'entreprise, parce que dans le cadre d'une reprise d'entreprise, vous allez chercher un financement. Ce financement, il faudra le rembourser et donc forcément une partie du bénéfice servira au remboursement de ce financement et donc si on est à l'impôt sur le revenu, on va se retrouver donc assujetti aux cotisations sociales et soumis à l'impôt sur le revenu sur un revenu qui n'est pas disponible. D'où le choix d'aller plutôt sur l'IS pour amoindrir la charge sociale et la charge fiscale. Mais tout ça, c'est donc le professionnel qui vous accompagne, qui vous orientera sur ces choix. Dans la SARL, la SAS et la SASU, donc la société, comme on l'a dit, est soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors, on a mis hier sur certaines conditions parce qu'on a les SARL de famille. Donc, effectivement, quand plusieurs membres de la même famille créent une SARL, on peut opter pour l'impôt sur le revenu et ne pas rester à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est cette particularité, mais on le retrouve assez rarement. Dans ce cadre-là, la rémunération, donc, elle est déductible puisque c'est une charge donc, de la société dans les deux cas. Et puis, on va être imposé en ce qu'on appelle la partie traitement et salaire. Donc, pour la SAS, c'est du traitement et salaire classique. Et pour la SRL, c'est ce qu'on appelle de l'article 62 du Code général des impôts. Donc, on va le déclarer donc, dans sa déclaration de revenus dans la même case que si nous sommes salariés. C'est exactement la même chose et s'appliquera après l'abattement de 10% que l'administration applique sur les traitements et salaires. Donc rien de difficile là-dessus.
Par contre, effectivement, on verra plus tout à l'heure le régime social parce que celui-ci diffère de façon importante. Alors, dans le cas du patrimoine, donc là, on a peu de différence sur les deux structures ou les quatre structures, ça dépend comment on les prend, puisque la société a un patrimoine propre. Alors, c'est important de fixer cette modalité parce que souvent, on fait l'amalgame. Hein. Donc, vous êtes dans une société, le compte en banque, c'est le compte en banque de la société, ce n'est pas le vôtre. Hein. Donc, quand il y a de l'argent sur le compte en banque de la société, ben, vous ne pouvez pas le prendre comme vous voulez. Donc, c'est une rémunération si vous le prenez, ou c'est parce que vous avez avancé de l'argent à la société, vous reprenez ce que vous avez avancé, mais en tout état de cause, c'est à la société. La société achète un véhicule, ce n'est pas votre véhicule, c'est le véhicule de la société qui vous donne l'autorisation de l'utiliser. Hein, donc, c'est bien important de bien faire la distinction. On n'est pas une entreprise individuelle, on est dans une société et donc c'est son patrimoine. Et donc, pour récupérer le patrimoine, eh ben, il faut l'acheter. Hein. Il y a une reprise qui doit se faire. Donc, les organes de direction, gérant, on l'a déjà vu, ou président dans la SAS, hein, donc obligatoirement personne physique, qu'on évoquait pour le gérant, et puis personne physique ou morale pour le président. Et on a des statuts aussi pour le conjoint, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le conjoint, parce que le conjoint, il peut aussi donc être amené à participer à votre activité, et peut-être que dans le cadre de votre projet, ben, vous avez prévu de le faire participer à votre activité. Donc, eh ben, ce conjoint, il va avoir un statut différent que je sois dans la SARL ou dans la SAS, puisque dans la SAS, ben, vous allez avoir que deux possibilités. C'est soit le conjoint qui va être salarié, donc vous allez l'embaucher comme un salarié classique et le rémunérer par le biais d'une fiche de paie, ou il va être associé, c'est-à-dire que vous allez décider donc de faire une SAS où vous serez deux associés. Il y aura donc effectivement vous, donc porteur de projet, et votre conjoint qui aura aussi des actions. Dans la SARL, on rajoute une disposition supplémentaire en termes de statut, c'est ce qu'on appelle le conjoint collaborateur. Parce qu'effectivement, on peut avoir un conjoint associé ou un conjoint salarié. Donc, et on peut aussi avoir un conjoint collaborateur, c'est-à-dire qu'il va avoir un peu le même statut que celui que vous avez aujourd'hui en qualité de gérant et il va participer à l'activité tout en cotisant aux cotisations sociales des travailleurs indépendants pour avoir une couverture sociale. Alors attention donc, au petit renvoi qu'on vous a indiqué parce que c'est important. La loi qui est entrée en vigueur le 14 mai 2022 sur l'entreprise individuelle a modifié le statut de l'entreprise individuelle comme on l'évoquait donc ce mardi, mais elle a modifié aussi une règle sur les conjoints collaborateurs. Désormais, le conjoint collaborateur ne peut pas être sous ce statut plus de 5 ans. Il y a une disposition spécifique pour les conjoints collaborateurs actuels et qui entreraient dans des dispositifs de retraite qui pourront rester donc conjoints collaborateurs jusqu'à leur retraite, mais pour tous les nouveaux conjoints collaborateurs, eh bien, la durée de ce statut est limitée à 5 ans. Au terme des 5 ans, il faudra choisir un autre statut, donc soit le statut associé, soit le statut salarié. Donc c'est important aussi de se figer cette modalité parce que ce n'est pas une modalité qui s'applique de façon indéfinie dans le temps. Donc c'est important. Donc, puisqu'on évoquait le conjoint collaborateur, c'est tout le cheminement est fait vers le statut social, puisqu'on parlait de travailleurs indépendants. Donc là, en fait, le statut social, donc, il va être effectivement donc, différent donc, en fonction de la SARL-URL et de la SAS-SASU. Pourquoi? Parce qu'on parle de gérance donc dite minoritaire, égalitaire ou majoritaire. Donc il faut qu'on s'attarde quelques minutes quand même sur ces modalités qui sont fondamentales parce que donc, dans la SARL, c'est la détermination du nombre de parts sociales que vous détenez, vous et votre conjoint et éventuellement vos enfants mineurs qui vont déterminer quel va être votre régime social. Je m'explique. Vous avez donc 50% donc, du capital de la SARL. Vous avez un autre associé qui a lui-même aussi les 50% restants. Donc, ça veut dire que vous avez, vous le gérant, 50% et vous avez pris un associé à hauteur de 50%. Vous serez qualifié de gérant égalitaire.
Donc, ça veut dire que là, en gérant égalitaire, vous êtes sur le régime des salariés. Ce n'est pas pour autant que vous êtes titulaire d'un contrat de travail, mais le code de commerce, donc le texte, impose que vous êtes sur le régime des salariés. La même chose, si vous aviez 25% en qualité de gérant et que votre autre associé avait 75%. Donc là, on parle de gérance minoritaire. Et donc, dans ce cadre-là, vous seriez également rémunéré en qualité de gérant sous la forme d'une fiche de paie. Si vous avez 51% du capital et votre associé 49%, on passe dans un statut de gérant majoritaire, puisque vous avez la majorité du capital, et donc là, vous serez sous le régime des travailleurs indépendants. Donc, qui n'est pas la même chose que le régime des salariés, puisque vous donc fixerez une rémunération que la société vous versera chaque mois, mais qui ne fera pas l'objet d'une fiche de paie, et vous paierez donc l'ensemble, la société, où vous paierez l'ensemble des cotisations sociales au régime social des indépendants, donc à la sécurité sociale des indépendants, sur le revenu que vous avez pris. Alors, attention, parce qu'on fait souvent l'amalgame. Petite question, lorsque nous sommes deux dans la société SARL, nous avons chacun 50% du capital. Donc, moi, je crée ma SARL, j'ai 50%, et je prends un associé qui a 50%. Je suis gérant, et mon associé est également gérant. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on parle de collège de gérance. Et quand on parle de collège de gérance, on va apprécier la détention du seuil de 50% sur l'ensemble des gérants. Donc, de ce fait-là, vous êtes gérant majoritaire et votre associé est également gérant majoritaire et vous relevez tous les deux du régime des travailleurs non salariés. Donc, c'est quand même fondamental parce que vous voyez, souvent, ça, c'est une grosse erreur qui est faite. C'est qu'on dit, j'ai que 50%, je suis gérant égalitaire, donc j'ai une fiche de paye. Ben non, parce que mon associé, il est aussi gérant. Donc, la gérance s'apprécie collectivement. Donc, on prend les parts sociales détenues par chacun des gérants pour déterminer la majorité du capital ou non. Ce qui va exactement être la même chose avec votre conjoint marié ou pacsé. Donc, c'est hyper fondamental. Donc, si effectivement vous avez pris 50% et votre conjoint marié ou pacsé à 20, vous avez 70 à vous deux. Peu importe que le conjoint soit gérant ou pas gérant, on va additionner les parts de les vôtres et celles de votre conjoint. Ça fait plus de 50%. Vous êtes en gérant majoritaire, donc en travailleur non salarié. Et la même chose, bien entendu, si vous avez mis des enfants mineurs dans la société, ce que je ne recommande pas du tout, hein, mais bon, il faut quand même l'expliquer parce qu'on le voit parfois. Donc, c'est, vous voyez, des éléments qui sont fondamentaux parce que votre statut donc, social ne sera pas le même en fonction de la détention du capital que vous aurez dans la SARL. Hein, donc, c'est une réflexion qu'il faut mener. Et on verra qu'elle se mène aussi au regard de la protection sociale et Olivier vous en parlera justement après, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Dans la SAS ou la SASU, je m'en fiche. Alors pourquoi je dis je m'en fiche? Je m'en fiche de combien je détiens d'actions, parce que là on parle d'actions et plus de parts sociales, puisqu'on est sur une société de capitaux. Donc je me fiche complètement du nombre d'actions détenues en ma qualité de président, parce que j'aurai toujours une rémunération sous la forme d'une fiche de paie, puisque le texte est prévu comme ça. Le texte de la sécurité sociale prévoit que dans la SAS ou la SASU, le président, comme le directeur général, comme les directeurs généraux délégués, sont toujours rémunérés par le biais d'une fiche de paie. Il n'y a pas d'autre choix. Donc c'est un élément, et c'est souvent donc ce qui est retenu à tort parfois par les créateurs. On l'évoquait justement à l'ouverture du mois de la création ce lundi. On se dit, on va créer une SAS. Pourquoi créer une SAS? Parce que tant que je ne prends pas de rémunération, donc je n'établis pas de bulletin de paie, puisque je ne prends pas de rémunération, parce que je vais éventuellement demander le maintien de mes allocations de retour à l'emploi si j'ai effectivement des droits au chômage qui sont encore utilisables, et je serai tranquille puisque je ne paierai pas de cotisation. Alors que dans la SARL, même
en ne prenant pas de rémunération, quand vous avez la qualité de gérant majoritaire, vous payez quand même des cotisations minimum. Ça, vous n'aurez pas le choix, même si votre rémunération est égale à 0. Alors, ces cotisations minimum, elles ne sont pas forcément quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous assure une protection sociale. Parce que si on prend l'inverse, et Mme Pilon le rappelle assez souvent, ça, et je lui donne entièrement raison là-dessus, c'est que je crée une SAS, je suis le président, je ne prends pas de rémunération, donc je n'établis pas de bulletin de paye et j'ai mes allocations Pôle emploi, je ne suis pas couvert socialement, hein, puisque je ne paye pas de cotisation, hein. Donc c'est quand même fondamental. Dans la SARL, en qualité de gérant majoritaire, je paierai des cotisations, je serai couvert. Donc, parce que c'est quand même des choses qui sont importantes, parce que la couverture, juste par exemple par rapport au risque d'arrêt de travail, c'est quand même quelque chose qui est assez fondamental. Donc, vous voyez, donc il ne faut pas toujours se dire le mieux n'est pas payé. Quand on ne paye pas, on n'a pas de droit non plus, hein. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez important Il y a à regarder. confusion d'ailleurs, hein, à ce niveau-là, et c'est vrai que par rapport à, on parlait des arrêts de travail, mais l'invalidité, il n'y a pas, il n'y a pas de couverture sociale, et les familles entières, hein, donc, Tout à fait. Merci Olivier de cette précision. Effectivement, c'est parfois des difficultés qu'on rencontre. Alors, de ce fait-là, on va évoquer au regard du régime social aussi quelque chose qui est important et qu'il faut prendre en compte. Je sais que je le répète assez souvent, mais je fais souvent les questions un peu indiscrètes, en fait, on va dire, quand je reçois un créateur, c'est je pose des questions sur sa situation médicale. Alors, on explique pourquoi on pose des questions sur la situation médicale pour la bonne et simple raison, c'est que quand je vais être en SARL et que je vais avoir le statut de gérant majoritaire, je suis travailleur indépendant et il va falloir que j'assure une couverture sociale individuelle. Et donc cette couverture sociale individuelle, dont le détail vous sera donné par Olivier juste après mes propos, nécessite souvent un questionnaire de santé. Donc je donne souvent l'exemple précis d'un créateur d'entreprise que j'ai rencontré il y a quelques années et qui avait des antécédents médicaux d'affections de longue durée, notamment de cancer, où on avait donc privilégié le statut de la SAS et pas de la SARL parce qu'on sait qu'il y aurait eu une difficulté à l'assurer sur ces modalités. Alors pourquoi vous allez me dire que ça serait plus facile dans la SAS? Pour une et simple raison, c'est que souvent, donc, à une activité est associée une convention collective nationale. Et cette convention collective nationale donc, prévoit, par la négociation des partenaires sociaux, une prévoyance et même souvent une santé, hein, une mutuelle. Donc, dans ce cadre-là, en ayant un statut de salarié, je vais pouvoir prétendre au régime de prévoyance qui est prévu par la convention collective. Et donc là, au niveau de l'assurance, je n'aurai pas de questionnaire de santé qui me permettra d'être couvert quand effectivement mes antécédents médicaux sont difficiles. Donc vous voyez, donc c'est quand même fondamental de se poser cette question-là. Donc vous imaginez, je ne pense pas que vous aviez imaginé avant de suivre ce webinaire que vos antécédents médicaux pouvaient avoir un choix sur votre statut juridique. Donc c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Et c'est pour ça qu'on le répète assez souvent. Donc si vous rencontrez donc un professionnel qui vous accompagne et qui vous pose pas ces types de questions pour le choix du statut juridique, il y a déjà un premier problème dans l'accompagnement. C'est clair et net. Donc il faut donc se poser des questions. Pareil sur d'autres éléments. Dans les questionnaires médicaux, il y a la première ligne qui est le poids et la taille. Le poids et la taille, parfois, ça peut faire un ratio d'obésité, voire d'obésité morbide. Est-ce que du coup, je reste dans un régime de SARL avec un statut où il va falloir que je m'assure moi-même, quitte à avoir une restriction
sur cette partie-là en termes d'assurance ou d'avoir une surcote d'assurance, ou je prends le système de la SAS où je vais être sur la prévoyance de la convention collective. Donc aussi à réfléchir. Donc peut-être parfois, il sera nécessaire de rencontrer un professionnel comme Olivier qui va faire une préétude de votre situation en matière de prévoyance avant de faire le choix du statut juridique définitif. Donc, vous voyez, donc même aujourd'hui, l'assureur que l'on pense pouvoir être que le maillon qui vient à la suite de la création, ce n'est pas le cas du tout. Il est en amont de la création et on doit l'étudier. Alors, il y a plein d'autres éléments. Il développera après les éléments sur lesquels qu'il faut étudier avant de créer son entreprise. Mais sur cet élément-là, c'est quand même aussi un élément qui est extrêmement fondamental puisqu'il s'agit de votre propre statut juridique et de votre protection sociale donc pour votre vie. Donc, c'est quand même important. Donc, bien regarder ces éléments-là pour le régime social. Donc, ce régime social, il va s'accompagner de paiement de cotisations sociales, comme on l'évoquait juste avant. Donc, les cotisations sociales sont différentes. Donc, pour le dirigeant qui est salarié, donc on parlait du gérant minoritaire ou égalitaire ou du président, directeur général ou directeur général de délégué de la SAS ou SASU. Donc, c'est le même système que vous pouvez connaître aujourd'hui. Donc, vous avez une fiche de paye. La fiche de paye, il y a un salaire brut. On paye des cotisations salariales qui nous donnent un salaire net. On nous prend l'impôt sur le revenu à la source et on reçoit le montant net. Et bien entendu, la société, elle va payer des cotisations patronales. Les cotisations patronales sont plus importantes sur un mandataire social comme un président de SAS que sur un salarié classique parce que le mandataire social n'est pas éligible à l'ensemble des allégements de cotisations sociales qui sont prévus pour les salariés classiques. Donc c'est pour ça qu'on vous indique que c'est 40 à 60% donc, en matière de cotisation patronale en fonction de la rémunération et des plafonds. Parce que forcément, c'est le montant de votre rémunération qui va déterminer plus ou moins le pourcentage, puisque effectivement, quand on va dans des tranches plus élevées, on a plus de cotisations. Et puis, un élément qui est important en matière de cotisation sociale obligatoire, c'est que vous n'avez pas le choix de prendre en charge une cotisation prévoyance au taux de 1,50% sur la tranche haute, dont plus de la moitié va être associée au décès. Plus de la moitié va être associée au décès. Donc c'est ce qu'on vous met dans l'exemple 0,76% affecté au décès à la charge de l'employeur. Donc ça, c'est aussi fondamental parce que c'est une obligation légale. Donc, Ça, c'est la convention collective des cadres qui impose ça. Et si j'ai bonne mémoire, c'est bien à 50 minimum. On peut aller au-delà pour avoir une meilleure couverture, évidemment. oui, tout à fait. Et que le risque de ne pas le faire, c'est un risque qui peut mettre l'entreprise complètement à terre. Puisque ça vous fait, donc en l'absence de couverture, vous devrez donner aux ayants droit donc, du dirigeant qui décède 3 plafonds de la sécurité sociale. Donc c'est plus de 100 000 euros. De toute façon, on se retrouverait dans l'illégalité. Oui, absolument. Puis il y a un risque pénal, bien entendu, qui peut s'y aggraver. Alors, pour l'indépendant, donc notre dirigeant, donc gérant majoritaire de la SARL, donc lui, en fait, ses cotisations, elles démarrent le premier jour de son activité et elles sont payées au régime social des indépendants. Donc, il y a des cotisations minimum. Alors, ces cotisations minimum, comme on l'a dit tout à l'heure, assurent donc une couverture sociale minimum et assurent aussi un élément qui est fondamental, c'est si j'ai mon revenu qui est égal à 0, je valide quand même 3 trimestres de retraite. C'est quand même pas négligeable aussi, cet élément-là. Alors que quand je suis dirigeant salarié, si je ne cotise pas, je n'ai pas de trimestre. Donc attention à ce bien-là. Et une divergence qui souvent fait choisir la SAS au créateur, c'est que à la différence de la SAS, donc dans la SARL, lorsque je vais me verser des dividendes, donc c'est-à-dire que je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'ai 100 de chiffre d'affaires, donc 50 de dépenses, 30 de rémunération, il me reste un bénéfice de 20. Ce bénéfice de 20 supporte l'impôt sur les sociétés et après, je peux le distribuer. C'est ce qu'on appelle des dividendes. Dans le cadre de la SAS, ces dividendes seront assujettis au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Dans le cadre de la SARL, ces dividendes seront assujettis donc, au taux de l'impôt du PFU de 12,8%
mais seront aussi assujettis, non pas aux prélèvements sociaux, mais aux cotisations sociales sur le revenu professionnel si ces dividendes dépassent 10% du capital et des apports en compte courant moyen. Donc, vous voyez, donc c'est aussi ça, c'est qu'on dit ben, souvent, moi, je veux avoir une SAS pour que mes dividendes soient imposés à 30% et ne soient pas intégrés à mon revenu professionnel pour le calcul des cotisations professionnelles. Alors ça, c'est une analyse qu'il faut faire et dont on ne va pas parler ici parce que c'est beaucoup trop complexe, mais il ne faut pas uniquement choisir le statut de la SAS parce que je ne veux pas payer de cotisations sociales professionnelles sur mes dividendes. Parce que c'est un faux problème, parce que tout va dépendre du montant de la rémunération. Hein. C'est des cas particuliers pour lesquels il faut faire des simulations particulières. Hein. Donc c'est quand même assez important. Donc en matière de régime obligatoire, ben, vous serez couvert en matière de santé sur la maladie, l'incapacité et l'invalidité. Donc ça, c'est le régime de sécurité sociale classique. Hein. Il est le même que je sois en statut salarié ou que je sois en statut d'indépendant. Hein. Donc j'ai des indemnités journalières lorsque je suis en arrêt maladie. J'ai le droit à une pension d'invalidité que je sois en invalidité totale ou partielle. Et puis donc je suis couvert pour le régime des frais de santé. Et en matière de retraite, ben, ma retraite, elle va être calculée et donc payée de façon différente. Donc le calcul, ben, d'un côté, il se fait sur le salaire brut lorsque je suis salarié. Lorsque je suis indépendant non salarié, le calcul, il se fait sur un salaire net. C'est pour ça qu'on dit souvent que ben, le coût social est moins important dans la SARL que dans la SAS. Hein. Mais forcément, puisqu'on cotise pas sur la même assiette. Alors d'autres vont me dire, bah oui, mais moi je préfère donc cotiser sur un salaire brut parce que ça va me donner de meilleurs droits en matière de retraite, alors que sur un salaire net, donc ben, ça me donne des droits moindres. Moi, j'y répondrai pas forcément parce que je préfère éventuellement aller compenser ce différentiel par un régime de retraite supplémentaire qu'Olivier va nous expliquer juste après. Voilà. Donc ça, c'est un choix. Mais aujourd'hui, je tenterai à privilégier de la retraite par capitalisation plutôt de la retraite par répartition. Mais Olivier vous expliquera. Et en matière de retraite, j'ai la retraite complémentaire et la retraite de base. Donc la retraite de base est donc à la CNAV, à la cotisation d'assurance vieillesse, que je sois salarié ou non salarié. Par contre, c'est la retraite complémentaire qui diffère, c'est que effectivement, je serai en retraite complémentaire des indépendants lorsque je suis sur le statut du non salarié, ou je serai sous le régime de l'Agirc-Arrco en retraite complémentaire si j'ai le statut salarié. C'est juste le différentiel qui joue entre les deux. Mais en l'occurrence, les droits sont sensiblement les mêmes, à part ce que je vous disais, c'est l'assiette de calcul de cotisation qui n'est pas la même. Alors, pour pouvoir effectivement compléter ces régimes obligatoires et assurer sa protection et la protection de sa famille, on peut souscrire à des régimes complémentaires. Et c'est ce qu'Olivier va vous présenter donc tout de suite dans le cadre du dirigeant salarié ou non salarié. Voilà, donc merci Monsieur Noulez, merci Dominique. Donc moi je vous ai interpellé sur plusieurs choses. La première, c'est que vous avez certainement pensé dans le cadre de la création de votre entreprise à assurer pour toute cause vos locaux, vos matériels, vos véhicules. Mais est-ce que vous avez pensé à l'actif essentiel, aux actifs essentiels de votre entreprise, c'est-à-dire vous et vos salariés? Donc, je vais vous parler de la partie prévoyance dans son ensemble. La partie prévoyance, je dirais que ça se résume en une petite pensée. Un accident de la vie, une maladie grave peut vous empêcher de continuer votre activité professionnelle, d'arrêter votre affaire, mais elle ne doit pas vous empêcher de continuer de vivre correctement euh, et d'avoir un revenu qui vous permet de continuer d'avoir le même niveau de vie que vous aviez avant cet accident. Et c'est là que c'est très important. Donc c'est pour ça que les assureurs, de manière générale, vont vous proposer des solutions, que ce soit pour la santé, que ce soit pour garantir vos revenus, garantir également la pérennité de votre entreprise.
en complément toujours du régime de base et selon le statut et la fiscalité que vous avez choisi pour votre entreprise, ce qui était développé par M. Nollet juste précédemment. Donc, pour la partie SRL, EURL, on va pouvoir parler de la loi Madelin. Alors, c'est un terme que vous allez entendre dès lors où vous êtes travailleur non salarié. Travailleur non salarié vous-même, travailleur le même régime pour votre conjoint collaborateur, vous allez pouvoir déduire de votre revenu imposable une grande partie des assurances que vous allez prendre en complément du régime de base. Alors, la première, ça va être la complémentaire santé. Oui, votre complémentaire santé, là aujourd'hui vous êtes sur un régime salarié. Là, la complémentaire santé, dans le cadre du statut du travailleur non salarié, eh bien, vous allez pouvoir déduire l'ensemble des cotisations de vous-même et également de vos enfants s'ils sont adhérents à votre régime. Et également, donc, votre conjoint s'il est également adhérent au régime de la sécurité sociale des indépendants, maintenant, anciennement le RSI pour les plus anciens. Donc ça, c'est pour la partie complémentaire santé. Ensuite, concernant les garanties de revenus, arrêt de travail, invalidité et décès, le régime de base, comme ça vous a été présenté auparavant, n'offrant pas la solution complète, et même, on peut dire, les prestations sont assez faibles par rapport au régime. Vous avez la possibilité de souscrire un contrat arrêt de travail, maladie et accident, qui dure le temps du régime de base, 3 ans. Or, on a vu que le régime de base, il ne couvrait qu'à hauteur de 50% de vos revenus, dans la limite d'1 an maximum. Et le régime arrêt de travail, c'est bien 3 ans. Donc, vous pouvez faire un contrat qui est toujours dans le cadre de la loi Madelin, donc vous allez pouvoir déduire, tout en garantissant également l'invalidité. Donc, vous avez les 3 ans d'arrêt de travail et après, vous basculez dans le régime d'invalidité si l'invalidité est reconnue à différents taux. Le contrat prévoit différents taux, il faut y faire très attention. Souvent, c'est 15, 33% ou 66% d'invalidité. Donc, il faut bien choisir en fonction de son activité la franchise, on dirait entre guillemets, de la garantie invalidité, parce que celle-ci va prendre la suite du régime arrêt de travail, va vous accompagner jusqu'à l'âge de votre retraite. Donc, en dehors de ça, et du régime obligatoire, vous n'aurez pas d'autres revenus. Donc, c'est très important d'y faire attention. Ensuite, vous pouvez également penser à une garantie d'essai. Alors là, je dirais que sur la garantie d'essai, la situation de famille est très importante, évidemment. Vous avez 2 formes de garantie. Vous avez la première forme qui est faite sous une forme de capital qui est versée éventuellement au conjoint ou aux proches désignés au contrat. Alors là, il y a une petite nuance par rapport à la loi Madelin, c'est que la cotisation de la garantie d'essai, dans ce cadre-là, ne passe pas dans la déduction fiscale. Toutefois, s'il y a des enfants et que vous choisissez un régime de rente, d'éducation, qui peut aller jusqu'à 26 ans, ça fonctionne par tranche d'âge, c'est 0-12 ans, 12-17 ans et 17 ans, 26 ans pour les enfants qui continuent des études supérieures. Les montants sont plus élevés à chaque fois parce que les études coûtent de plus en plus cher tout au long de la vie de la scolarité de l'enfant. Et donc ça, sous forme de rente, la loi Madelin prévoit la déduction fiscale. Enfin, le dernier point, un des derniers points en tout cas sur la partie SRL, c'est la retraite complémentaire qui a été évoquée tout à l'heure par M. Nollet. Alors oui, vous allez souscrire, vous allez cotiser à une retraite de base et une retraite complémentaire. Malheureusement, elle ne complétera pas complètement vos revenus. Donc, à partir de là, vous avez la possibilité de bénéficier du nouveau dispositif qui s'appelle le dispositif PERA. Il regroupe en soi différents régimes, l'ancien régime PERCO, l'ancien régime loi Madelin, et qui permet de mettre en place une retraite et qui présente de nombreux avantages, que ce soit pour vous et votre famille. Les avantages sont d'ordre fiscal,
de transmission. Et également, à la sortie, vous avez la possibilité de sortir soit en rente, comme une retraite classique, soit en capital, vous récupérez toute votre épargne à votre choix, ou même vous pouvez arbitrer entre les deux. En fait, vous pouvez faire à la fois une rente et récupérer une partie en capital. Ça, c'est tout à fait envisageable et ça se détermine au moment de la sortie du contrat. Pour la partie SAS, alors je n'ai pas évoqué, parce que je vais l'évoquer dans la partie SAS, mais les assurances pour les salariés. On va le détailler plutôt dans la partie SAS, mais vous pouvez également concerner dans la SARL, évidemment, dès lors où vous embauchez de la main-d'œuvre. Donc dans la SAS, la donne est différente au niveau des contrats. Ce qui change, c'est que vous devez proposer une réponse donc collective à l'ensemble des salariés, ou par collège, cadre ou non cadre. Moi, je vous guiderais plutôt à aller vers ce dispositif qui permet à la fois d'avoir des différences d'investissement sur la partie cadre et sur la partie non cadre. Vous avez tout à fait la possibilité de prendre des garanties différentes, tout en respectant l'obligation légale des conventions collectives et de l'accord national interprofessionnel de janvier 2016. Donc, vous savez que dans ces cadres-là, tout ce qui va être, par exemple, mutuel, vous avez l'obligation de participer, l'employeur a l'obligation de participer à minimum à hauteur de 50%. Donc, vous pouvez très bien faire, en ayant les deux collèges, 50% pour les salariés. Et comme vous êtes salarié cadre, ben, vous avez le droit d'être prendre jusqu'à 100%, il faut savoir, tout en respectant le minimum. Donc ça, c'est vraiment des choses différentes. Et puis, au niveau des garanties, bah, la convention collective impose un minimum de garanties. Vous pouvez aller au-delà et faire des différences également entre les deux collèges. Tandis que si vous prenez un collège ensemble du personnel, là, bah, vous n'aurez pas le choix, ce sera les garanties pour tout le monde. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser au moment où vous créez, parce que vous allez établir un accord avec l'assureur ou même avec notre expert comptable qui s'appelle les décisions unilatérales du chef de l'entreprise pour la mise en place de cet accord-là. Et donc, c'est à ce moment-là que vous détaillez cet accord qui peut être consulté par la direction, la directe par la suite, si dans le cadre d'un contrôle. Donc, il faut quand même y faire très, très attention. En matière de prévoyance, alors là, il n'y a pas d'accord national interprofessionnel, là, on ne parle plus d'amis, on parle du respect des conventions collectives. Donc, c'est les conventions collectives qui vont imposer une couverture de prévoyance pour les salariés non cadres, avec des garanties. Et là, elles vont diverger selon ce que M. Milov disait tout à l'heure, donc selon les catégories et les professions différentes. Vous allez en avoir qui sont complètement différentes dans le BTP, vous allez en avoir pour le commerce qui sont différentes, il y en aura encore différentes pour les métiers de l'hôtellerie, café, restauration. Donc, il faut vraiment bien se renseigner à ce niveau-là. Et là, je ne peux que vous conseiller d'étudier ça avec votre conseil en amont, donc d'aller voir votre expert comptable et de voir également votre assurance qui peut vous proposer tout en respectant ces obligations-là. En matière de retraite, c'est la même chose. Vous n'avez pas d'obligation en tant que telle de mettre en place une retraite collective pour vos salariés non cadres, sauf si elle est prévue dans la convention collective ou si vous souhaitez, vous, en tant que chef d'entreprise, la mettre en place. Donc là, c'est des choses que vous pouvez envisager. Ça permet également, il faut penser à une chose, aujourd'hui, le marché de l'emploi, on le constate tous, assez tendu. C'est difficile de trouver des salariés. Et la mise en place de ces garanties-là, que ce soit prévoyance, mutuelle ou retraite complémentaire, bah, c'est un élément différenciant et qui peut être fidélisant pour les salariés, pour pouvoir les conserver. Voilà, donc ça c'est pour la partie des salariés. Pour vous-même, bah, M. Noulez l'a évoqué au niveau de la prévoyance, ben, il y a ce qu'on appelle le 1,50. Dans notre jargon, on appelle ça le 1,50 cadre. Donc, c'est la convention collective des cadres de 1947
qui impose donc à tout employeur de mettre en place une prévoyance de 1,5% de la masse salariale sur la tranche A, dont la moitié doit être, donc les 0,76% qu'on a dit tout à l'heure, dont la moitié doit être définie uniquement à la garantie décès. L'autre partie, elle, va vous permettre de mettre en place des indemnités journalières en cas d'arrêt de maladie, ou également une garantie invalidité et également une rente invalidité, enfin une rente éducation pour les enfants. Donc ça, c'est tout à fait possible. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, à 50, c'est le minimum. Si vous souhaitez avoir une couverture supérieure, vous pouvez tout à fait aller au-delà. Et voilà, on est sur la tranche A. Et après, s'il y a des revenus qui sont supérieurs à la tranche A, évidemment, on peut le prévoir également. Enfin, j'aimerais également attirer votre attention sur le terme d'homme-clé ou homme-clé associé dans le cadre justement des SAS. Alors, il y a peut-être dans vos projets d'entreprise des personnes qui détiennent un savoir essentiel à la vie d'entreprise. Ben, concrètement, que se passe-t-il demain si ces personnes, pour une raison quelle qu'elle soit, invalidité, décès, maladie, quittent l'entreprise? Qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise et comment on pallie à cette perte de savoir-faire? Ça peut être un savoir-faire professionnel, mais ça peut être aussi une personne centrale. Moi, je connais une entreprise où j'ai mis en place, par exemple, un même-clé sur la personne qui s'occupe de l'administratif, parce que cette personne-là, dans une petite structure, elle s'occupe des embauches, des fiches de paye, du commercial, mais également, elle fait tout le volet RH, et donc elle a un rôle prépondérant, elle connaît parfaitement les dossiers. Le chef d'entreprise se repose beaucoup sur elle, et si demain elle disparaît, ben, c'est un savoir dans l'entreprise qui peut mettre en péril, en tout cas dans un temps donné, euh, peut amener à une baisse du chiffre d'affaires qui peut être conséquent, puisque le chef d'entreprise devra trouver des solutions pour continuer à gérer toute cette partie-là. Voilà, donc comment les remplacer, comment trouver quelqu'un d'aussi qualifié, ben, c'est le but de la garantie homme-clé qui permet de pallier à cet accueil. Et l'interrogation, elle est la même dans le cadre de la disparition d'un associé. Comment ça se passe au rachat de ces parts qui vont à ses héritiers? Voilà, donc ça, c'est une chose auquel il faut vraiment penser au moment de la création de la SAS, si vous avez plusieurs associés. Moi, je vous conseille fortement de voir avec votre conseil, Monsieur Noulet me confirmera, pour la mise en place d'un pacte associé qui prévoit justement ces évolutions-là, parce que, bah, comme tout, hein, vous allez dire, je parle beaucoup de décès, d'invalidité, mais c'est un petit peu le rôle de l'assureur de vous mettre en garde par rapport à tous ces faits de la vie, malheureusement, qui n'arrivent pas qu'aux autres. Et donc là, dans ce cadre-là, la disparition d'un associé, bah, ça peut amener à l'arrivée d'une personne avec laquelle vous n'aurez pas souhaité travailler, donc un des héritiers de l'associé. Donc, mettre en place un pacte d'associés, plus par la suite le garantir au travers d'une garantie homme-clé associé, ben, je pense que c'est un conseil que l'expert comptable et l'assureur vous parleront de toute façon. Enfin, pour terminer, j'appuie sur un des points de la présentation de Monsieur Moulez, votre responsabilité civile et pénale en tant que mandataire social. Alors, dans les contrats d'assurance que vous allez souscrire, vous allez évidemment prendre une responsabilité civile professionnelle qui va couvrir votre exploitation en tant que société appel ou société appel. Sachez que votre responsabilité civile peut être mise en cause pour plus de 8000 motifs différents d'ordre administratif et légal. Euh, et donc, dans ce cadre-là, eh bien, Monsieur Millet, vous me couperez, vous me démentirez si je me trompe. Dans ce cadre-là, si vous êtes mis en cause, évidemment, vous ne pouvez pas utiliser les fonds de la société. Ce sont vos fonds personnels qui seront utilisés. Sinon, ce serait le terme juridique, je pense que ce serait de l'abus social. Voilà. Donc, sachez que si vous êtes mis en cause, et c'est des choses qu'on voit de plus en plus depuis plusieurs années,
mise en cause, par exemple, dans le cadre d'un prud'homme, mise en cause à la fois de l'entreprise et du chef d'entreprise. Donc, là, je ne saurais que vous conseiller de vous pencher sur la garantie qu'on appelle RDD, responsabilité du dirigeant ou du mandataire social. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui pouvait tourner autour de l'assurance de la personne. Je repasse donc la parole à Dominique et je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Barraud, merci, Monsieur Noulez, de votre présentation, qui, je pense, a été très complète. Si je peux rebondir, moi, dans mon rôle pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, donc n'hésitez pas à les noter. Rebondir dans mon rôle de financeur, c'est qu'effectivement, je reviendrai sur la notion de capital, hein, qui est vraiment essentielle pour être crédible et être solide au moment du démarrage. On constate trop souvent un capital vraiment des sociétés sous-capitalisées, si on peut dire, hein. Donc, un bon équilibre entre capital et apport courant. Et au niveau de la responsabilité, nous, en tant que financeurs, effectivement, donc, généralement, la société protège davantage, effectivement, l'entrepreneur, sauf si, évidemment, la banque peut avoir demandé des cautions, d'où l'intérêt de mettre en place quand même, des cautions personnelles, donc d'où l'intérêt de mettre en place des outils de garantie comme ceux de France Active, hein, ou d'autres organismes de garantie. Alors, on a une première question. Alors, un conjoint ne travaillant pas dans l'entreprise doit-il tout de même avoir un statut dans la société? Donc, c'est Monsieur Noulez peut-être qui peut prendre la parole pour cette réponse. Oui, merci. Donc non, non, si le conjoint n'exerce pas d'activité dans la société, il n'a pas l'obligation d'avoir un statut dans la société. Donc après, rien n'empêche de voir le statut de conjoint associé, hein, qui peut éventuellement être intéressant si vous voulez faire une protection particulière, mais au niveau légal, s'il n'a aucune activité, il n'a pas besoin d'avoir un statut au sein de la société. Une petite précision, Monsieur Noulez, Hmm. s'il participe de manière très occasionnelle. Ouais, s'il participe de manière occasionnelle, eh ben, il doit choisir un statut. D'accord. Tout à fait. C'est que là, En on cas parle bien de contrôle, ça peut être ouais, quand il embêtant. exerce rien du tout, hein. Voilà, l'entraide familiale n'est pas reconnue par Non, l'URSSAF, hein, donc soyez absolument pas. vigilants Hmm. à tout niveau, risque, voilà, etc., si le conjoint participe. Hmm, Une tout à autre fait. question peut-être qui intéresserait à poser par les personnes qui nous écoutent. Donc, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, si je peux synthétiser les choses avant de vous présenter les ateliers à venir, en tout cas, il n'y a pas, je reprends les termes de M. Noulez, il n'y a pas de choix miracle, hein. Il y a effectivement un choix qui est lié à l'activité que l'on envisage, à sa situation personnelle et donc à celle des associés qui peuvent donc participer au projet, la responsabilité, les clients visés, les risques, les besoins financiers. Et puis, effectivement, également, c'est les projets de développement aussi de cette activité, pourquoi pas de transmission. Enfin, en tout cas, donc ne restez pas seul face à ces choix. Vous avez aussi, soyez accompagnés, posez des questions, hein. L'important, c'est de comparer donc effectivement ces deux chemins pour voir si lequel est le plus pertinent, lequel optimise au mieux donc le projet par rapport aux incidences sociales, fiscales de l'activité. On peut peut-être compléter, Madame Pilon, un élément important parce que peut-être que les personnes aussi s'interrogent sur ce point. Donc, on a peut-être aujourd'hui des personnes qui nous suivent qui sont déjà en création et qui ont opté pour le choix de l'entreprise individuelle. Donc, parce qu'ils ont fait ce choix-là, soit par mesure financière, soit parce qu'ils pensaient que c'était le plus facile. On parle souvent, par exemple, des micro-entrepreneurs sont en entreprise individuelle. Donc, le statut de l'entreprise individuelle, il n'est pas figé à vie. Donc, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui sur la société, ben, vous pouvez y venir avec votre entreprise individuelle. Il y a des modalités juridiques particulières qu'il faut suivre, mais n'empêche que ce qu'on évoquait donc lundi lors de l'ouverture du mois de la création, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui, en fait, on a fait un choix d'entreprise individuelle au départ qu'on va y rester toute sa vie professionnelle. Donc, on peut se glisser vers la société à un moment donné parce qu'on a envie d'un statut différent, on s'associe avec des gens et donc, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui présente aussi une pertinence pour vous.
Si je peux Donc, me permettre merci d'ajouter, de ce complément d'info. Oui, allez-y, Olivier, puis il y a une deuxième question qui est arrivée. cette information-là que M. Noulez nous a donnée lundi, justement, elle a trouvé un élément concret dans mon parcours. J'ai malheureusement une cliente qui est assurée en micro-entreprise et qui n'avait pas pris encore comment dire, de prévoyance Hein. supplémentaire, qui malheureusement a une maladie compliquée qui s'est déclarée. Et là, forcément, elle s'est réveillée et est revenue vers moi à ce niveau-là. Et donc, l'information que je lui donnais, justement, c'est d'envisager le changement de statut d'entreprise, d'étudier ça, de manière à ce qu'elle puisse bénéficier de l'assurance collective pour les salariés via la SAS. Oui, absolument. Alors, il y a deux autres questions. Donc, j'ai une question. Quel meilleur choix de société pour attirer des investisseurs? Ben, moi, je dirais la SAS. Hein, Oui, parce je pense que aussi. forcément, pourquoi la SAS? Parce que c'est une société de capitaux. Et je vous ai évoqué dans la présentation la notion différente entre la SARL et la SAS, où la SARL, on est dans des parts sociales, et les parts sociales ben, sont figées en matière de négociation par le code de commerce. Alors que dans la SAS, on est dans des actions, et que des actions peuvent revêtir des formes différentes. Donc on parle par exemple d'actions à droit de vote double, d'actions à dividende prioritaire. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui peuvent être effectivement très intéressants lorsque vous allez avoir recours à des financeurs. Et j'avais justement évoqué que souvent dans le cadre des startups, on a automatiquement des SAS. Pourquoi? Parce que on veut que le, que le contrôle et l'administration de la société soient dirigés par plusieurs personnes et puis que derrière, on a effectivement des actionnaires et donc plus des associés, comme dans la SARL. Donc là, on est en SAS, donc on est des actionnaires. Les actionnaires veulent parfois des privilèges différents des autres actionnaires et notamment parfois des, des dividendes prioritaires. Donc dans ce cadre-là, on aura plutôt tendance à aller sur le choix de la SAS. Enfin, moi, c'est le choix que je conseillerais. Merci, Monsieur Noulez. Je vous rejoins en tout cas sur votre réponse. Alors, une autre question. On a une question d'un entrepreneur engagé, je pense. Donc, la solution coopérative SCOP n'a pas été évoquée. Donc, effectivement, c'est un mode de fonctionnement. Pourriez-vous parler? Elle est adaptée à des projets portés par au moins 2 personnes et répond mieux aux problématiques relatives à la protection sociale, entre guillemets, dirigeants salariés. Donc, je vous laisse répondre, M. Noulez. Donc, on parle de SCOP SARL ou SCOP SAS, mais je vous laisse. Oui, après, oui, c'était pas le sujet du webinaire, mais c'est intéressant que vous en parliez. Mais là, on part sur un projet d'entreprise différent, hein, puisque en Alors, fait, c'est l'ensemble donc des personnes que vous allez employer qui vont être aussi associées de la structure. Donc, on n'est plus du tout dans le même schéma de ce qui est envisagé en matière de choix juridique, hein, puisque bon, là, on évoquait le porteur de projet lui-même qui s'installe et qui crée son entreprise. Et là, on vient amener toute une autre partie de personnes qui ont un double statut. C'est des personnes qui vous emploient en qualité de salarié et qui sont en même temps participants au capital de la société. Donc, le schéma n'est pas tout à fait le même. Il faut quand même s'interroger sur le fait que vous souhaitiez juste partager pour et avoir une faire rentrer les prévoyance, salariés. ouais, juste pour avoir une bonne prévoyance, d'associer les salariés Ouais. au capital de la société. Hein, On c'est est on est dans un autre objectif et autre oui, schéma de fonctionnement. Alors, voilà. pour votre information, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la personne qui a posé la question et pour les autres, évidemment. On a un atelier donc le 18 octobre sur l'économie sociale et solidaire, hein, l'entrepreneuriat engagé. Donc, dans le cadre d'une SCOP, une coopérative, on est tout à fait dans ces valeurs, hein. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre à ce webinaire. Et puis, pour information, il y a le mois de l'économie sociale et solidaire, hein, donc sur le mois de novembre, qui, je pense, abordera aussi ces sujets qui sont des sujets importants sur sur nos territoires et des valeurs importantes à partager, mais qui sont effectivement peut-être plus rares et qui seraient peut-être à développer dans certains cas. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, je ne pense pas. En tout cas, en attendant peut-être qu'une dernière question arrive,
Donc, en tout cas, prenez le temps de la comparaison. Pour les prochains ateliers, donc rejoignez-nous. Donc, nous avons un atelier donc la semaine prochaine, le mardi 10, sur la communication, outil essentiel à la pérennité de notre entreprise. Effectivement, hein, il y a donc son choix de fonctionnement, il y a le savoir-faire, mais il y a aussi le savoir donc communiquer et être visible. Donc ça, mardi 10 à 14 h. Le mercredi 11, nous aurons un atelier thématique en webinaire sur le Je m'installe en profession libérale. Et le lendemain, donc le 12 octobre, donc M. Noulez nous rejoindra de nouveau sur l'atelier J'ai besoin d'un financement et j'argumente, c'est-à-dire que pourquoi on construit son montage financier, pourquoi on construit ce plan d'affaires, donc et comment on argumente pour convaincre les financeurs de vous soutenir. Sur les ateliers en présentiel, donc nous avons la semaine prochaine donc un atelier qui s'appelle Comment financer mon projet, rencontre avec les banquiers et les partenaires du financement du territoire. Il aura lieu le 11 octobre à 9h45 à la communauté de communes Havre-Luce-Noix, donc à Ailly-sur-Noix, donc au sein des locaux de la Com Havre-Luce-Noix. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le mois se poursuit jusque donc le 20 octobre. Alors, il y a encore une question qui arrive. On a encore le temps pour ceux qui sont encore là. Alors, je la pose. Dans le cas d'une EURL, y a-t-il d'autres moyens de rémunération du dirigeant en dehors des rémunérations avec les 46% de cotisation sociale sur la rémunération et les dividendes? Donc, peut-être M. Noulez va pouvoir répondre. Dans le cadre d'une EURL, donc D'autres moyens de se rémunérer, moi je dirais que je ne pense pas. non. Après, il y a les dividendes, mais de toute façon, aujourd'hui, il faut quand même être extrêmement vigilant là-dessus. C'est qu'il ne faut pas privilégier en première partie les revenus du capital par rapport aux revenus du travail. Parce que d'une part, en fait, vous n'auriez pas une protection sociale qui serait adaptée. Donc, sauf effectivement dans le cas de l'EURL, puisque les dividendes sont soumis aux cotisations professionnelles. Mais après, viendrait un problème fiscal. Le problème fiscal qui serait, effectivement, il pourrait être requalifié vos dividendes comme étant des revenus du travail et donc avoir une charge fiscale plus lourde que celle que vous avez dans le cas de dividendes, puisque l'administration est en droit de considérer qu'il y a une disproportion entre les revenus du travail et les revenus du capital. Donc, mais après les 46, moi je dirais plutôt qu'on est autour de 42%, mais bon. Donc en matière de SRL, alors que de SRL ou EURL, alors qu'effectivement vous êtes sur un pourcentage de cotisation sociale plus important sur une SAS. Donc, mais en l'occurrence, c'est quand même ce qu'il faut Il faut mieux que amener à prendre en compte pour pouvoir avoir une bonne protection sociale. Parce qu'on rappelle quand même que la rémunération, en fait, elle sert aussi à quelque chose qui est quand même fondamental, c'est la déductibilité des cotisations Madelin. Parce qu'Olivier a évoqué les cotisations Madelin, mais les cotisations Madelin, elles sont déductibles à hauteur d'un plafond. Oui. Et ce plafond, il est calculé par rapport à la rémunération. Donc il faut faire attention aussi à ne pas vouloir ne pas mettre de rémunération et pas pouvoir, de ce fait-là, de se couvrir socialement de façon complémentaire. Donc c'est quand même fondamental. Alors encore une question, donc c'est très bien, vous êtes curieux et c'est une belle qualité. Alors, si je choisis la SAS, est-ce que je peux garder un certain contrôle dans la direction de mon entreprise malgré un moindre investissement vis-à-vis de mes investisseurs? Alors, je pense que là, vous voulez sans doute parler de la répartition du capital. C'est-à-dire que si vous êtes… C'est-à-dire qu'en fait, globalement, la personne nous dit moi, j'apporte moins, mes investisseurs apportent plus, mais ce n'est pas pour autant que je veux perdre le contrôle de l'entreprise. Il y a l'entreprise. justement l'équilibre entre capital et compte courant que vous pouvez peut-être expliquer. Il y a déjà un premier point avant, c'est effectivement les investisseurs, ils peuvent effectivement apporter en compte courant et pas en capital, ce qui permet de garder la proportion des choix et du contrôle qui vont être faits dans le cadre des assemblées générales. Mais après, il y a aussi l'autre point, c'est de bien rédiger les statuts pour permettre d'avoir des décisions qui sont prises donc de façon importante par le dirigeant lui-même, sans devoir faire appel à l'Assemblée générale.
Et donc là, le contrôle, il peut être aussi gardé dans ce cadre-là. Parce que ça dépend si vous parlez du contrôle financier ou du contrôle des pouvoirs de décision. Donc, si c'est effectivement le contrôle de l'entreprise, pensez d'emblée à aménager vos statuts pour pouvoir permettre aux dirigeants de prendre un certain nombre de décisions sans devoir obligatoirement faire appel à l'Assemblée générale et donc à vos investisseurs. C'est ça sur lequel il faut être attentif. Mais c'est une réflexion importante quand on fait rentrer des investisseurs. Tout à fait. Pour ne pas perdre la main sur un projet qu'on a pu initier. Donc d'où l'intérêt de la SAS pour la liberté de rédaction des statuts. Et deuxième intérêt, avant de faire entrer les investisseurs, donc bien préparer les statuts s'ils ne sont pas encore prêts ou retoiletter les statuts avant pour prévoir des modalités qui donc ne nécessitent pas de devoir recourir à l'Assemblée générale pour certaines décisions qui pourraient être prises directement par le président. Est-ce que ça peut faire partie du pacte d'associés? Oui, ça peut faire partie du pacte d'associés. Mais le pacte d'associés, il est censé quand même plutôt être là pour gérer les modalités entre associés, c'est-à-dire prévoir les codes départ et ces modalités-là. Donc, C'est plutôt sur la partie prévoyance. ouais, tout à fait. Moi, pour la limitation des pouvoirs, je pense que les statuts sont plus adaptés. Ou après, pourquoi pas, si vous ne voulez pas que ça figure de façon publique dans les statuts, engager un règlement intérieur. Un règlement intérieur qui sera donc validé donc, par une assemblée générale, hein, aussi. C'est une autre modalité. Il y a des modalités juridiques importantes. Donc sur ce point-là, moi je vous inviterai quand même à plutôt consulter un spécialiste du droit, hein, donc comme un avocat. Donc par exemple, un avocat spécialisé en droit des affaires qui va vous orienter sur les bonnes décisions qu'il faut prendre en termes donc de statut ou en termes d'actes complémentaires au statut. D'où l'importance de tout dire, c'est-à-dire de tout exprimer quand vous rencontrez un professionnel, c'est-à-dire d'exprimer la situation au jour J, actuelle, mais aussi d'exprimer votre vision, les objectifs que vous auriez à l'avenir, hein, pour justement anticiper ces choix, c'est-à-dire ne pas, d'avoir vraiment que le professionnel ait toutes les informations, hein, que vous avez en tête pour organiser les choses. Hein. Je dirais même des choses parfois très basiques comme je vais me marier dans 6 mois, par exemple. Des choses comme ça. Donc, à la fois sur la vie personnelle, mais sur aussi l'évolution que vous imaginez de votre activité pour que les choix soient anticipés et éviter des modifications ou tout au moins les appréhender. Ouais, ou comme vous évoquiez lundi, Madame Pilon, je suis en train de divorcer. Ou à l'inverse, voilà. Faut tout. Donc, soyez pas surpris quand vous, je veux dire, un bon professionnel, effectivement, pose vraiment une multitude de questions autour de votre projet. Je veux dire, j'ai eu une fois quelqu'un au téléphone, enfin, en atelier qui m'a dit, on m'a proposé de me faire une SAS pour 800 €, aucun échange, aucun questionnement. Ça m'a pas du tout semblé sérieux, hein, donc attention. Il faut aller à la rencontre, il faut discuter, il faut poser des questions, il faut comparer, et pour que le professionnel qui est en face de vous puisse effectivement vous conseiller du mieux possible. Après, il n'y a pas de recette, hein, il n'y a pas, les choses font parfois aussi, ça évolue et qu'on est obligé de faire des changements, mais c'est la vie aussi, hein, c'est tout à fait normal. Et tout peut s'organiser de toute façon. Et comme le disait M. Noulez, on peut évoluer, hein, dans tous les sens. Hein. Démarrer tout petit et évoluer. Et j'ai vu aussi à l'inverse des sociétés qui n'avaient plus lieu d'être pour un tas de facteurs et des gens qui sont revenus vers l'entreprise individuelle. Bon, après, attention, hein, on ne fait pas tout ça à n'importe quel moment, on ne fait pas tout ça, voilà, ça peut coûter de l'argent. Donc, voilà, on ne fait pas ça comme ça sur un coup de tête, ça se réfléchit et ça s'anticipe. Hein, le changement s'anticipe. Tout à fait, puisque tout à l'heure, on a évoqué effectivement le transfert de l'entreprise individuelle vers la société. Mais il faut aussi savoir que si j'ai créé une SARL et que le projet d'entreprise change et qu'il doit m'amener vers une SAS, je peux transformer la SARL en SAS aussi. Hein. Tout à fait. Voilà, j'espère qu'on a répondu
à vos questions, que le contenu vous a intéressé. En tout cas, vous pouvez le réécouter, hein, puisqu'il sera enregistré à la fin de ce mois. Les professionnels que nous sommes ou accompagnateurs sommes à votre disposition s'il y a besoin de conseils ou de questions ou de réorientation. Et pour les prochains ateliers, alors j'ai encore une question magnifique. Alors, bénéficiant de l'ARE, est-il préférable de s'orienter vers une SAS ou une URL? Alors ça, c'est par rapport au maintien entre SAS et URL. Monsieur Noulet, je vous laisse répondre, hein, mais je pense qu'il n'y a pas de… Ouais, il n'y aura pas de différence au niveau du statut, c'est juste qu'il ne faut pas que vous soyez sur une EURL à l'impôt sur le revenu. Donc, il faut que l'EURL a opté sur l'impôt sur les sociétés. Parce que si vous êtes sur une URL à l'impôt sur le revenu, ben, on va vous verser que 70% de votre allocation et on vous donnera le solde que une fois que vous aurez produit le revenu et vous risquez de produire un revenu qui ne vous permettrait pas d'avoir le solde. Donc attention, SAS ou SARL, peu importe, mais tous les deux avec le régime de l'impôt sur les sociétés. En rappelant que l'ARE ne donne pas droit à une couverture sociale. Très Ouais. peu. Donc, Donc, pensez bien, même si vous avez… Enfin, pas du tout. Oui. Donc, même dans ce cas-là, pensez bien à vous renseigner Complémentaire. et à prendre une complémentaire arrêt de travail, invalidité. C'est très important. Merci pour vos réponses. Écoutez, en tout cas, je vous donne rendez-vous sur les prochains ateliers, qu'ils soient webinaires ou présentiels. Vous pouvez vous y inscrire sur notre site internet, hein, donc franceactive-picardie.org ou à partir de la page Facebook du mois de la création reprise, donc 2023. Pas d'autres questions, je pense. Je vais vérifier quand même auprès d'Élodie. Donc, merci en tout cas à nos partenaires qui nous offrent du temps pour intervenir. Merci beaucoup. Merci à Élodie, merci à Natacha. Et donc, merci à vous, donc, participants, pour votre écoute et votre intérêt au sujet. À une prochaine fois. Bonne fin de journée, bon appétit. Au revoir. Au revoir.